Jessie, on a déjà parlé d'assurance, on a parlé de placement. J'aimerais ça qu'on aborde le sujet de la retraite, parce que là, on approche où la plupart en fait, une grosse partie des Québécois vont arriver à leur retraite. C'est probablement le plus gros transfert de fonds qui va se passer dans les prochaines années. On en entend parler à la TV, on en entend parler partout. Je sais pas, toi, dans les gens que tu rencontres, mais moi, dans les gens que je rencontre, je sens pas que les gens sont si préparés que ça à arriver à la retraite. J'ai un faible pourcentage des Québécois que je rencontre, en tout cas selon les statistiques, qui sont prêts à prendre leur retraite demain matin. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu ensemble. J'aimerais ça que tu nous expliques, toi, c'est quoi ta perspective par rapport à la retraite, puis comment toi, tu accompagnes tes clients pour être sûr que leur retraite va être la retraite qu'ils ont envie de vivre, pas la retraite qu'ils vont devoir subir. Oui, certainement, ça va me faire plaisir de parler de ça parce que la retraite, c'est le projet financier que j'aime le plus. Fait que c'est sûr que quelqu'un me parle de planification de retraite ou de retraite juste comme ça, moi, ça m'allume complètement, puis je vais parler de ça pendant 10 heures, ça me dérangera pas. Puis, tu sais, comme je disais, projet financier, quand on parle de ça, les gens, ils voient maison, voyage, rarement qu'ils prévoient l'arrivée des enfants, mais ça devrait être un projet financier aussi. Mais le projet financier qui va coûter le plus cher dans la vie, c'est la retraite. Puis c'est le projet que les gens, ils préparent pas. En tout cas, le plus gros pourcentage de gens ne préparent pas. Tu sais, il n'y a pas personne qui veut s'acheter une maison dans 10 ans qui va commencer à épargner pour sa maison dans 9 ans. Mais pourquoi qu'on voit ça pour la retraite? Tout le monde sait à quel âge ils veulent arrêter. Puis arrive 2-3 ans avant la retraite. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette de l'argent de côté. Oui, mais au Québec, on a quand même un bon soutien du gouvernement. On va avoir une pension du fédéral, on va avoir une pension du provincial. Ouais. Normalement, on devrait être correct avec ça, non? Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu d'aide, mais ça dépend tout le temps des projets de retraite qu'on a aussi. Tu sais, le RRQ, présentement, si on ne compte pas le supplément qui a été instauré depuis 2019, c'est fait pour remplacer 25% de notre revenu. Puis à l'avenir, les plus jeunes qui ont commencé en 2019, quand eux vont arriver à la retraite, le plan, c'est que ça remplace 33% de leur revenu. Ce qu'on entend gros, c'est qu'il faudrait à peu près remplacer 70% du revenu quand on tombe à la retraite. Fait que déjà là, il y a un gros gap. Puis moi, ce que je vise avec mes clients, c'est de remplacer 100% du revenu parce que ça ne me rentre pas dans la tête que quand on arrive à la retraite, ça coûte moins cher. Moi, quand je suis en vacances, ça me coûte plus cher cette semaine-là. Puis la retraite, c'est juste des vacances infinies. Fait que ça me rentre vraiment pas dans la tête que moi, je vis avec 80 000, à la retraite, ça va me prendre 60. Non, c'est pas vrai. Tu sais, oui, on enlève les dépenses récurrentes comme l'hypothèque qui va peut-être être finie de payer, qui est de moins en moins vrai de nos jours aussi. Mais c'est pas vrai que ça va prendre moins que 100% du revenu à la retraite. Puis quand on pense qu'il va y avoir entre 25 et 33% de remplacement qui est donné par le gouvernement, honnêtement, on est loin du compte. Moi, mais là, on va pas sortir à tous les jours à la retraite. Là. On sera pas en voyage tout le temps. Là. Moi, je sais pas comment ça va se passer à ma retraite, là, mais je vais passer un petit peu de temps à la maison. Je vais peut-être me faire un jardin, je sais pas. Selon toi, mes revenus vont pas baisser à la retraite? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tu sais, une fois à la retraite, je vais me calmer, mes enfants vont être partis, ma maison va sûrement être sur le bord de fini de payer. Normalement, mes revenus devraient, pas mes revenus, mais mes besoins devraient diminuer. C'est pas ça la réalité? C'est vrai qu'il y a peut-être une partie de ta retraite que c'est ça qui va arriver. La partie où tu seras pas malade, mais moins en forme pour faire beaucoup d'activités. Fait que pas début de retraite. Début de retraite, ça va peut-être même coûter un petit peu plus cher parce que tu es encore en forme, tu vas vouloir en profiter, puis c'est comme des vacances. Après ça, peut-être qu'il va y avoir un bout que un petit peu plus fatigué, un petit peu moins en forme. Là, on sort moins, on fait moins d'activités, ça coûte moins cher. Puis, par chance, encore en santé, fait qu'il n'y a pas de dépenses de santé qui sont rajoutées. Mais aussitôt que ça va commencer à aller un petit peu plus mal côté santé, les coûts pourraient même exploser. Là. Si quelqu'un veut pas dépendre nécessairement de toutes les ressources publiques qu'on a, puis qui aimerait ça peut-être
avoir un peu plus de services ou s'arranger de son côté, là. Des fois, ça peut coûter très cher, mettons, les résidences avec soins et tout ça. Fait que si on veut aller dans des options qui sont un petit peu plus confortables, c'est pas vrai que les besoins financiers vont vraiment baisser à la retraite. Puis selon toi, est-ce qu'il y a un montant cible que les Québécois devraient avoir pour arriver à la retraite? Si on entend ça, je me rappelle dans le temps, là, 1 million, c'était le chiffre magique, là, 1 million, t'es correct, tu vas avoir une belle retraite. C'est-tu encore vrai aujourd'hui? C'est-tu 2 millions, c'est-tu 3 millions, c'est-tu 500 000? C'est quoi le chiffre magique? Est-ce qu'il y en a un? Bien, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, on peut le calculer, nous, de notre côté, parce que c'est vraiment propre à chacun, ce que ça va prendre à la retraite. C'est vraiment en lien avec le style de vie, les choses qu'on veut faire pendant notre retraite, puis le revenu avec lequel on a vécu pendant notre vie active aussi. Notre style de vie va dépendre gros de ça. Fait que il n'y a pas personne qui a le même montant qui devrait arriver à la retraite. Puis des fois, 1 million, ce ne sera pas assez. Puis des fois, 1 million, ça va être beaucoup trop. Fait que c'est vraiment un besoin là, personnel que nous, on vient évaluer, puis qu'on est capable de faire un plan pour cadrer avec ça. OK. Fait que comment ça marche? Moi, demain matin, je prends rendez-vous avec Jesse Guillemette. Je veux faire ma planification de retraite. Moi, j'arrive à 50 ans. Là, je dis, bon, il est temps que je check ça. Comment ça marche? Je t'appelle, on prend un rendez-vous. C'est quoi la démarche? Oui, puis tu sais, on va faire une évaluation vraiment complète, là. On va prendre une photo de la situation financière aujourd'hui. Fait que vraiment, là, tout, qu'est-ce qu'il y a comme actif, passif. Puis après ça, un coup qu'on a la photo d'aujourd'hui, là, on veut connaître les besoins futurs. Fait que quel style de retraite tu veux, à quel point tu veux voyager, plus que maintenant, moins que maintenant, autant, quelle dépense qui va avoir disparu, est-ce que l'hypothèque va être finie de payer, est-ce qu'il va en avoir une nouvelle, peu importe. Fait qu'on vient vraiment essayer de prédire le futur un petit peu. Puis après ça, ça va nous donner vraiment un besoin à chaque année pour la retraite. Puis on va être capable de faire un plan qui va venir combler ce besoin-là. On n'est pas tout le temps capable de le combler à 100%, mais aussitôt qu'on a un plan, au moins, on est capable de prévoir à quoi le mode de vie à retraite va ressembler. Au moins, on n'est plus dans l'inconnu. Puis souvent, le stress lié à la retraite, là, il vient beaucoup de l'inconnu à côté. Tu sais, quelqu'un qui est au courant, qui ne pourra pas les faire ses 4 voyages par année, là, au pire, il va finir avec l'idée que « c'est vrai, je vais peut-être rien qu'en faire 2 finalement. » Mais de ne pas le savoir, ça peut être quasiment encore plus stressant. Puis là, moi, dans mon cas, j'ai des REER à ma job. J'ai un petit peu d'épargne personnelle. Ça, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que ça s'ajoute? Oui. Comment ça fonctionne? Là, tu m'as dit que tu faisais une analyse. Est-ce que ça rentre là-dedans? Ben oui. On prend tous les actifs qui sont là présentement. Puis même quelqu'un qui a un REER collectif au travail puis qui continue encore à contribuer là-dedans, c'est sûr qu'on le prend en compte. Puis on prend en compte les cotisations futures aussi de ce plan-là, les cotisations de l'employeur aussi. On ne vient pas là, faire un plan vraiment sous-financé en boostant le niveau d'épargne qu'il faut mettre juste pour être sûr d'arriver à quelque chose de potable. On vient vraiment essayer de voir c'est quoi le besoin réel. Puis c'est sûr, on ne mettra pas des rendements excessifs. On ne fera pas un plan en pensant qu'il va y avoir 10 % de rendement par année. On va y aller plus conservateur pour être sûr que le plan tient la route. Mais on n'enlèvera pas des choses là, en disant on va être plus sécuritaire, on va enlever ce placement-là. Celui-là, on ne le comptera pas tout de suite. Non, on prend vraiment tout en compte. Puis on essaie de faire un plan qui va tenir la route. Puis on espère arriver au-dessus du plan rendu à la fin. Puis, on entend souvent aussi, on a besoin de se diversifier les placements. Moi, j'en ai, comme je te disais, avec mon collectif, j'en ai un peu à la banque, j'en ai un peu à la caisse. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie de n'avoir éparpillé un peu partout pour répartir le risque ou c'est mieux de mettre ça à la même place? Comment ça marche? C'est quoi, toi, selon toi, la meilleure façon? Il y a beaucoup de monde qui voit la diversification comme ça. Avoir de l'argent à plusieurs endroits différents. Le gros problème, c'est que si à l'institution financière A, tu es investi dans un compte, un fonds d'action canadienne. À l'institution financière B, là, le conseiller, il ne sait pas comment est investi ton argent ailleurs. Fait que lui, le produit de l'année, là, c'est le fonds canadien le même.
ou bien équivalent, parce que c'est un fonds de son institution à lui. Fait qu'il va le mettre à la même place. Puis là, pas trop courant, t'aimes bien mieux aller à une 3e place en plus, puis ils vont peut-être l'investir de la même manière. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir tout à la même place, puis qu'il y ait vraiment quelqu'un de compétent qui va venir diversifier le portefeuille comme il faut, ou si les personnes sont un petit peu plus craintives, qu'il y a encore un peu d'éducation financière à faire, puis que le concept de diversification n'est pas encore bien compris, au moins que nous, on ait les relevés de ces investissements-là, on va pouvoir venir diversifier. Tu sais, si aux 2 autres places, il y a juste du Canada, ça se peut que moi, dans ma partie, j'en mette 0, puis qu'éventuellement, à mesure que l'éducation rentre, que la personne comprenne que la diversification, c'est pas d'être éparpillé. Là. Puis être éparpillé comme ça peut créer beaucoup de problèmes côté succession. On n'est pas vraiment dans ce sujet-là, mais aller chercher de l'argent à 3-4 institutions financières différentes, quand que tous les conseillers de chaque institution veulent ramasser la succession, honnêtement, là, ça peut créer beaucoup de problèmes. Déjà qu'une succession, c'est pas facile. D'avoir affaire à 4-5 institutions financières différentes, ça vient pas alléger la situation. Là. Puis maintenant qu'on parle de succession, est-ce qu'il y a des façons d'alléger ça, que ça soit plus facile, justement, que d'être obligé de courir après chaque institution financière? Oui, nous, c'est sûr, on est une compagnie d'assurance, fait que la partie qu'on a le plus d'expérience, c'est tous les produits comme assurance, vie, puis tout ça, puis les fonds distincts. Il y a comme un contrat d'assurance de rattacher à vos placements. Ça fait que il y a une partie qui est garantie en cas de décès. Ça peut être jusqu'à 100%. Puis aussi, on peut mettre un bénéficiaire sur vos placements. Puis ça, ça vient régler vraiment le problème là, de succession. Tous les placements qui sont avec nous, ça va s'en aller directement au bénéficiaire. Ça va passer hors succession. Puis ça rentre beaucoup plus vite. Un coup que la preuve de décès est arrivée chez l'assureur, ça prend là, une quinzaine de jours, puis l'argent va être rendu au bénéficiaire. Pas besoin d'attendre que la succession soit réglée, qui peut être là, entre 12 et 24 mois. Puis des fois, quand il y a beaucoup d'actifs, ça peut même être encore plus longtemps que ça. Fait qu'au moins d'avoir un peu de liquidité qui est rentrée déjà, ça peut être très, très bénéfique, puis ça peut simplifier la situation pas mal. Fait que là, ce que tu me dis, c'est que si je fais affaire avec toi, ma succession pourrait être plus rapide, puis... La succession, non. Okay. L'argent qui est dans les placements, par exemple, va être distribué à tes héritiers beaucoup plus rapidement, mais on ne viendra pas impacter le temps pour régler la succession. Tu sais, s'il y a 2 immeubles à revenus dans la succession, puis une maison principale, tant que la succession n'est pas réglée, ces actifs-là vont rester gelés dans la succession, mais au moins la partie placement, elle va être déjà rendue aux bénéficiaires. Puis ça peut être juste une belle manière de faire vivre les actifs à côté. Tu sais, s'il reste des paiements à faire sur les blocs, des choses comme ça, ça apporte une liquidité qui vient peut-être aider là, à faire ces paiements-là. Parce que là, j'ai des sous qui vont me permettre d'attendre que la succession se règle. Exact. Au lieu de sortir de l'argent de mes poches puis peut-être de m'endetter pour pouvoir toucher la succession. Puis tu sais, des fois, ça peut aussi être aussi banal que à la place de vendre l'immeuble à perte parce qu'on n'est plus capable de payer les mensualités ou les taxes, il faut le vendre demain matin. C'est sûr qu'on n'aura pas le meilleur prix. Tandis que s'il y a déjà de l'argent qui est rentré, là, on peut continuer à faire les paiements, le mettre sur le marché, puis quand il sera vendu à valeur juste, au moins, la succession n'aura pas perdu d'argent dans cette situation-là. Très intéressant. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'avoir posé les questions.